Ding. Bang. Il y a quelques heures, Nozman publiait sur sa chaîne YouTube une vidéo qui parle du son du hang drum et de son admiration pour le son de cet instrument. Alors je vous préviens, je vais pas rentrer dans les détails et vous faire un cours entier sur l'acoustique, non? Eh ben nous aussi. Du coup, on va revoir quelques petites imprécisions et certaines erreurs de Nozman dans sa vidéo. Alors attention, on n'est pas là pour lyncher Nozman non plus. Le travail qu'il fait n'a pas vocation à présenter de la science compliquée, mais plutôt à vous montrer de belles choses liées à la science. Mais nous, par contre, on aime bien faire de la science compliquée. Le hang drum, donc, est un instrument qui voit le jour en se basant sur un instrument de lutherie sauvage, le steel drum. Ce qui est intéressant historiquement avec le steel drum, c'est qu'il voit le jour grâce aux différents barils échoués à Trinidad et Tobago après la Seconde Guerre mondiale sur lesquels on peut taper pour produire un son. La particularité de ce genre de percussion vient du fait que l'excitation, l'impulsion que vous allez générer pour faire vibrer l'instrument, est située sur une partie de l'instrument qui est suffisamment bien couplée au reste pour qu'il y ait une interaction très forte entre les différentes parties de la structure. Ce qui veut dire que chaque point de l'instrument a un rôle à jouer dans la sonorité finale. Ça peut paraître complètement normal, mais c'est pas le cas tout le temps en fait. Par exemple, il y a quelques années maintenant, une thèse a été menée pour montrer que le corps d'une guitare électrique impacte très faiblement le son comparé au choix du micro de la guitare électrique. Dans ce cas, le micro de la guitare joue un plus grand rôle que le bois choisi. Mais ce n'est pas le cas du hang drum, et c'est probablement ce qui fait que l'instrument est si cher et pas facile à construire. En l'occurrence, quand Nozman dit que l'instrument se sert du résonateur de Helmholtz, formé par la coque de l'instrument, c'est pas trivial en réalité. Un peu plus tard, il dit que le principe du résonateur de Helmholtz est utilisé dans le cas de l'ocarina. Mais dans le cas de l'ocarina, le son est produit par la vibration de l'air dans la coque, pas par la coque qui fait vibrer l'air. Et ça change tout, parce que la coque peut faire bouger l'air, tandis que l'air peut plus difficilement faire bouger la coque. Ça se comprend plutôt bien avec les mains en fait. Ce qui implique, par exemple, que le matériau choisi pour construire l'ocarina est moins important dans le son final que la matière choisie pour faire un hang drum. Et d'ailleurs, le brevet a été déposé pour l'acier utilisé et le nom de l'instrument, hang drum, pas pour son fonctionnement. Ce que Big Flo dit à un moment est assez intéressant. L'avantage de cet instrument, c'est que tu peux jouer n'importe quoi, ça sonnera globalement bien. En fait, les créateurs semblaient très au courant de ce fort couplage, puisque ce qui fait la magie de l'instrument tient justement au fait que toutes les notes vont bien ensemble. Du coup, on peut faire en sorte que taper sur une plaque fasse résonner un peu les autres aussi. Et c'est ce qui produit un son un peu plus rempli. On appelle ça de la résonance par sympathie. Et on en reparle juste après. En réalité, toute plaque a sa fréquence propre de résonance, et cette fréquence dépend de la géométrie de cette plaque. C'est pour ça que sur le hang drum, les différents endroits où frapper n'ont pas la même forme. Par contre, la vibration de chacune de ces plaques n'est pas unique. Je vous invite à aller voir la très belle vidéo réalisée par Experiment Boy sur les plaques de Chladni, qui montre justement qu'une plaque peut vibrer de différentes manières. Ces formes, c'est ce qu'on appelle des déformées modales. Et plus la fréquence qu'on impose à la plaque est aiguë, plus le motif est complexe. Alors, la raison à ça est assez difficile à aborder ici, mais on fera sûrement une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, n'hésite donc pas à t'abonner si tu veux la voir apparaître dans tes suggestions quand elle sortira. Toujours est-il qu'une plaque peut avoir plusieurs déformées possibles. Alors, quand on génère une note sur le hang drum, on fait vibrer les autres plaques aussi. Si on tape doucement, on fait un peu moins interagir les autres plaques. Par contre, plus on frappe fort, plus on a de chances d'exciter les autres plaques du hang drum. Et on peut mesurer en laboratoire comment vibrent les différentes parties du hang drum quand on le frappe. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les physiciens qui travaillaient avec les créateurs dans une publication de 2007. Ici, on voit que certaines plaques sont excitées, d'autres non. Ça va dépendre de leur sensibilité. Si une plaque a une déformée modale qui correspond à la fréquence qu'on envoie, alors elle vibre. Mais il peut y avoir des cas pour lesquels la fréquence émise ne correspond pas à une fréquence sensible sur certaines plaques. Du coup, elles ne sont pas excitées. C'est ce qui fait la complexité de l'instrument. Il faut designer à la fois chaque plaque pour qu'elle ait une note juste, mais aussi faire en sorte qu'elles puissent résonner entre elles par sympathie. Pour ça, on fait en sorte que chaque plaque soit à la fois capable d'émettre sa fréquence fondamentale, mais aussi qu'elle soit sensible à une fréquence double ou triple
de cette fréquence fondamentale. Et justement, le double de la fréquence pour un Ré par exemple, c'est l'octave, donc un Ré plus aigu. Mais le triple de la fréquence du Ré, c'est la quinte, c'est-à-dire le La. Donc en jouant un Ré, on excite aussi un peu la plaque accordée sur un La. En fait, cet instrument a la particularité d'être accordé selon un tempérament dit naturel. C'est-à-dire que la fréquence du La est exactement 3 fois celle du Ré. Là où sur un instrument moderne, on utilise un tempérament dit égal, où toutes les notes sont un peu fausses. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille l'excellente vidéo de Science Étonnante qui parle de ça très très bien. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous conseille également la vidéo d'Andrew Huang sur le même sujet. Lien en description évidemment. Le hang drum, pour fonctionner, ne peut se permettre d'avoir des notes fausses. Même un tout petit peu, puisque justement, on veut qu'elles sonnent ensemble, même quand on ne frappe qu'une seule note. Et c'est sûrement ce que Nozman veut dire quand il dit qu'il n'y a que des harmoniques, ce qui créerait un son doux. Sauf qu'en fait, un son avec beaucoup d'harmoniques, ça donne plutôt ça. D'un point de vue musicologique, et Nozman le dit très bien, le hang drum est aussi intéressant de par le fait qu'il ne permet pas de tout jouer. Il fait partie de ces instruments qui ne sont pas chromatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toutes les notes de la gamme. En fait, les hang drums, pour les modèles pro du moins, sont souvent faits sur mesure, et jouent par conséquent plus ou moins les notes que l'on veut. Si vous souhaitez en acquérir un, je ne peux d'ailleurs que vous encourager à contacter un artisan pour le concevoir avec lui. Il en existe plusieurs en France et on vous a mis quelques noms en description. Le problème de cet instrument, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de notes. Il y a pas beaucoup de notes. Il y en a combien là 7 Celui de Nozman est un modèle qui a l'air assez générique et qui possède ces notes-là. La, Do, Ré, la note qu'il joue sur le dessus de l'instrument, Mi, Fa, Sol, La. Vous pouvez noter en particulier que quand Big Flo dit que le ding se répète, Sachant que celle-là et celle-là, c'est les mêmes. C'est juste l'octave qui change. en fait non. Ce qu'il chante, c'est ce qu'on appelle une quinte. Ré, La, et pas une octave. Ré, Ça, je sais pas, absolument pas. Bon, maintenant c'est quoi ces notes et pourquoi elles sonnent bien ensemble? D'abord, si on considère que Ré est la fondamentale, c'est-à-dire notre note de repos, on peut les réorganiser de la manière suivante. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Do. Ça, c'est ce qu'on appelle un mode. C'est l'échelle arbitraire de notes que je vais utiliser dans mon morceau. Ce mode-là en particulier est très proche de celui qu'on appelle le mode dorien, qui comporte juste une note de plus, le Si. Et vous l'avez certainement dans l'oreille, car elle est quasi omniprésente dans les musiques traditionnelles occidentales. Par exemple, si je vous joue... c'est du dorien. C'est un mode qui se caractérise en fait par son absence de tension. En musique occidentale dite savante, on alterne les tensions et les résolutions. Par exemple, chez les compositeurs dits classiques, on trouve souvent ça. Point de départ, tension, tension encore plus grande, résolution. Si le mode dorien ne permet pas ce schéma-là, c'est parce qu'il n'a pas de note sensible. Cette note qui arrive juste en dessous de la fondamentale et qu'on n'a qu'une envie, c'est de résoudre. Et si cette note-là crée une tension, c'est parce qu'elle est dissonante. On n'a pas envie de s'arrêter dessus. Alors qu'en dorien, on s'en fiche un peu. On a effectivement un point d'attraction, notre fondamental, mais on est moins dérangé si on s'arrête ailleurs. Du coup, pas de dissonance particulière, donc tout sonne bien ensemble. Une précision extrême. Le handbag. Bizarre, mais c'est leur choix. Pas vraiment donné en fait. Un cours entier sur l'acoustique. Sur l'acoustique, non. Il y a vraiment beaucoup de physique dans cet instrument.
Vibration. Magnétique. Prenez des captures de ce moment et faites des montages. Ouais, enfin, en fait, on tape sur une coque en métal, quoi. J'aimerais juste éclaircir un point qui me semble important. Dans la vidéo de Nozman, on voit que Big Flo et Nozman sont presque en transe grâce au son de l'instrument. Et nous, on est là à vous dire qu'en fait c'est normal, c'est un instrument qui a moins de notes, que toutes ces notes sonnent parfaitement ensemble, mais qu'on exclut par la même occasion toute tension possible. Ces tensions font pourtant partie intégrante de notre vocabulaire musical, et il y a plein de raisons pour les garder. On nous parle de sons divins quand il s'agit de hang drum, et on a vu qu'en fait, on peut comprendre pourquoi ça sonne aussi parfaitement à nos oreilles. Mais la science ne doit pas vous empêcher de vous émerveiller. Au contraire, on peut trouver de la poésie dans beaucoup de choses, et le fait de comprendre ce qui cause cette poésie, l'analyse des événements, ne doit jamais vous empêcher de rêver ou de vous émouvoir. Là où on nous présente des scientifiques comme des personnes dures et froides, il ne faut pas oublier qu'en fait, ce sont avant tout, pour beaucoup, des rêveurs sensibles et passionnés.